Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal. Elle est signée tous les vendredis Alexis Lacroix. Alexis est dans les studios. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et alors que les Européennes auront lieu très bientôt, désormais le 9 juin, Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National, atteint des records dans les intentions de vote à 33% dans un dernier sondage. Alexis, comment l'expliquez-vous ? Alors, on peut l'expliquer par le fait qu'en dépit des attaques convergentes qu'il subit de la part de ses adversaires politiques, on va en dire un mot dans un instant, venant d'un petit parti, mais qui continue à compter dans la France populaire, la France ouvrière, qui est le Parti communiste. Mais évidemment, il a des opposants, principalement dans la République en marche, le pôle Renaissance Besoin d'Europe, et des opposants aussi à droite, bien sûr, qui ne cessent de se démarquer de lui et de montrer peut-être les contradictions de son programme. Au fond, il est attaqué sur deux champs. En réalité, c'est logique. Quand on mène la danse, on est attaqué sur deux champs. La crédibilité, c'était l'angle choisi, vous vous notamment en souvenez. Notamment sur le plan économique. Voilà, l'angle choisi, vous vous en souvenez, par Gabriel Attal lors du face-à-face. C'était l'angle aussi d'un certain nombre de protagonistes du débat de BFM TV, animé par Maxime Souetek et Apolline de Malherbe. Et c'est l'angle, on va le voir dans un instant, du Parti communiste qui, en fanfare, j'allais dire dans le dernier sprint, si vous voulez, veut l'attaquer sur ce terrain-là. Et puis, il y a l'autre angle, qui est l'angle de l'authenticité, de la véracité. Et donc, est-il réellement un opposant au système ou est-il un soutien du système ? C'est l'angle du Parti communiste, par exemple. Hein, on va développer ça dans un instant. Maintenant, si vous voulez, si on regarde les études d'opinion, vous savez bien que je ne les consulte pas comme des aruspices. Hein, on n'est pas dans la Grèce antique avec les oracles. Il faut faire attention aux chiffres. C'est la vérité du moment. Mais évidemment, il faut faire attention aux chiffres. Tout ça peut bouger. Les cristallisations existent, mais elles ne sont jamais complètes jusqu'au jour du vote. On peut dire que 80% des gens commencent à choisir leur candidat, leur candidate, mais ça peut quand même encore bouger. Et puis des choses peuvent se produire dans la société française ou même à l'échelle de l'Europe qui feraient encore bouger les estimations. Mais enfin, voilà, là, nous en sommes réduits à commenter les chiffres du moment. Dans cette étude qui est parue hier, qui est coordonnée par M6, RTL et le magazine Challenge, il apparaît quand même qu'il conforte sa position, évidemment, de premier, sa pole position, 33%. Il y a un demi-point. Et parce que ce sont les vases communicants, et que Valérie Hayé, en dépit des efforts de la majorité gouvernementale, du président lui-même, on l'a vu ces derniers jours, on l'a largement commenté, en dépit des efforts, en dépit du discours de Dresde fort réussi du président de la République, tout ça est incontestable, de la prestation réussie également de Gabriel Attal face à Jordan Bardella, 14,5%, c'est pas fameux, c'est pas génial, c'est le moins qu'on puisse dire. Et juste derrière, perdant un demi-point, mais enfin là aussi, franchement, à 13,5%. Voilà, c'est pas moi qui veux faire du fétichisme des 0,5%, ça peut bouger. Donc ces débats finalement, Alexis, n'ont pas changé grand-chose. Au contraire, ils ont presque favorisé Jordan Bardella. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut le penser, d'ailleurs, c'est pas la première élection où ça se produit, dans d'autres européennes ça s'est produit, mais aussi dans des élections, entre guillemets, plus importantes au niveau national, comme la présidentielle. C'est pas la première fois que des efforts politiques et médiatiques, ou politico-médiatiques, d'un camp un peu en perte de vitesse, ne produisent pas véritablement leurs effets sondagiers. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne va pas produire ces effets le jour venu dans l'isoloir le 9 juin. On ne sait pas. Mais pour l'instant, si on en juge par les chiffres, et je suppose, je n'ai pas d'informations, mais que ça fait quand même l'objet de commentaires un petit peu déçus à l'Élysée ou à Matignon, les prestations médiatico-discursives de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, en dépit de leur réussite formelle, n'ont pas changé grand-chose aux tendances, et on assiste quand même à une poursuite de ce que j'appelle avec vous, dans un langage un peu technique, la cristallisation des intentions de vote. Idem d'ailleurs dans l'espace de la droite, nationale et républicaine, c'est pareil. Votre score, Alexis ? Oui, on peut le dire. Allez-y, je vous en prie. LR, emmené par François-Xavier Bellamy à 7%. Marion Maréchal Le Pen, tête de liste de Reconquête, à 5,5%, en légère baisse. Ah oui, tout ça, si vous voulez, c'est très relatif. Ça veut dire que ça se joue dans un mouchoir de poche, que vous avez donc une extrême droite, entre guillemets, comme on l'appelle, le RN qui est à 33, et des divers droites, républicaines, patriotes, nationalistes, enfin on l'appelle comme on veut, qui tournent chacun autour de 6 à 8. C'est dans un espace, en fait, il y a 14%, si vous voulez, pour le reste. Donc l'extrême droite représente à peu près 40%.
Je sais pas comment vous faites vos calculs. 33 plus 5,5%, ça fait 38,5. Voilà, tout dépend des. Vous savez ce que je pense de ces classifications. Je pense que le mot extrême droite n'est pas tout à fait, en réalité, ne correspond pas tout à fait à ce que sont. Mais peu importe. On va dire droite nationale. Vous avez raison. L'espace droite nationale, c'est 40. Vous ajoutez à ça, en gros, 8% de républicains. Vous avez près d'un Français sur deux qui se reconnaît dans l'espace de la droite au sens large, sachant qu'en plus il y a des divers droites, genre Dupont-Aignan, Asselineau, etc. Ça fait un Français sur deux. C'est pas une déferlante. Et que Renaissance peut être classé quand même au centre droit, à minima. Voilà, c'est pas une déferlante, mais c'est quand même important, sachant, vous avez absolument raison, que le Renaissance d'aujourd'hui, je n'en aurais pas dit autant en 2017 ou même en 2019, mais le Renaissance d'aujourd'hui, effectivement, appartient quand même plutôt à l'espace du centre libéral, au sens large du terme. Cela veut donc dire qu'il y a quand même beaucoup de Français, et là je vais employer, vous voyez, un mot neutre, c'est pas la peine d'employer les grands mots, extrême droite, machin, c'est pas un gros mot, c'est une classification traditionnelle. C'est pas contre vous. Oui, voilà. Mais il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent dans un espace libéral, conservateur, voire hyper conservateur. C'est une information. Je n'en tire aucune conclusion politique ou axiomatique. C'est une information. Effectivement, aujourd'hui, l'espace du conservatisme est très répandu. Et d'ailleurs, ça recoupe, sur le plan des idées, si vous voulez, le succès des éditorialistes, des auteurs de livres qui s'inscrivent dans l'espace du conservatisme, trusté aujourd'hui par le groupe médiatique ultra puissant et par des forces. Donc la bataille culturelle est en train d'être... Et par certains aspects inquiétants sans doute, de Vincent Bolloré. Oui. Donc la bataille culturelle est en train d'être remportée par ce courant d'idées. Je me méfie, vous avez raison de poser la question, je me méfie des remportés. Vous voyez, parce que là, prenons un exemple. Cette semaine, vous avez France Inter qui reçoit la numéro 1 de la liste Reconquête. Ils se sont quand même permis ce qu'on se permet. Voilà, ils se sont quand même permis. Je ne juge pas, mais je décris le réel. Pour répondre à votre question, remporter, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de contestation nulle part. Là, ils ont fait ça simplement. Voilà, mais ils ont fait un procès en pétainisme qui a été très commenté. Et c'est vrai que si on regarde objectivement les rapports de force, vous avez de nombreux médias français, je ne juge pas, je décris avec vous, j'analyse, vous avez de nombreux médias français qui s'opposent à ce groupe, disons, conservateur-libéral que nous décrivons. Et donc, notamment France Inter. Quoi qu'on pense de la radio, qui est de bonne qualité, mais sur le plan éditorial, on peut dire qu'elle prend la tête, avec l'accusation de pétainisme envers cette formation politique, elle prend la tête de la, entre guillemets, comme ils disent, résistance. Vous voyez ce que je veux dire ? Un demi-mot avant de parler du candidat communiste. Est-ce que l'actualité internationale a un effet qui sur la liste de Glucksmann, qui sur la liste de la France Insoumise qui est à 8% autour de Martine, de Manon Bré, pardon. Le 8%, c'est pas génial non plus. Il faut se reporter au discours, comment vous dire, d'ambition un peu démesurée de Mélenchon dans sa folie, d'ailleurs, islamo-compatible. C'est très en deçà de ce qu'il devait espérer dans ses rêves les plus fous avec Sofia Chirou et compagnie. Et quant à Glucksmann, il est stable. Donc effectivement, son discours, on va dire, droit de l'homiste, anti-poutinien, rencontre un écho dans la gauche démocratique, dont nous reparlerons de la Renaissance. Mais 13,5, 14, 15, c'est un plafond de verre ? En revanche, je n'irai pas jusque-là, mais en revanche, je voyais bien que si vous additionnez, on va dire, les anti-poutiniens de choc, c'est pas un jugement de valeur, là on décrit des réalités. Si vous additionnez le camp présidentiel qui s'est manifesté ces dernières semaines par... disons, une attitude très offensive sur le fait qu'il fallait se réarmer face à la Russie, etc. Vous voyez, l'idéologie défendue par d'excellents spécialistes comme Bruno Tertrais ou Frédéric Ancel, chacun dans leur genre, qui gravitent autour de la majorité présidentielle. Et au fond, Glucksmann, qui sur ce point-là n'est pas très éloigné, vous voyez qu'il y a en gros 30% de Français qui sont des, entre guillemets, je vais le dire avec leurs mots, des anti-munichois professionnels. Et sur Gaza, Alexis ? Alors sur Gaza, on entre dans une complexité supplémentaire. Il y a, si vous voulez, les sentiments personnels du président de la République et ses oscillations, qui sont aujourd'hui très indéchiffrables, y compris par des membres de ce qu'on appelle la communauté juive, des Français juifs, qui sont déboussolés, qui savent plus à quoi s'en tenir. Quant à Raphaël Glucksmann, il a fait un choix stratégique qui correspond à ses convictions ou pas, peu importe, mais qui est quand même le choix d'aller très loin dans une forme de délégitimation soft de l'État d'Israël. Et c'est un choix qui
électoralement, je ne sais pas ce qu'il va lui rapporter, mais c'est un choix qui va laisser des traces après, vous voyez. Et donc il y avait des gens qui étaient tentés par ce vote et qui doivent se dire, oh là là, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Là aussi, je ne juge pas, je décris. On termine, Alexis, avec un parti qui est aussi spécialisé dans la délégitimation d'Israël. Oui. Le Parti communiste, avec sa tête de liste Léon de Fontaine, qui se situe pour l'instant en deçà des 5%, autour de 3 même. Il espère toujours attirer les classes populaires séduites, pour le moment largement par le RN. Ça semble difficile. Steve, vous posez la bonne question. C'est en tout cas ce qu'indique son entretien un peu long, déployé, dans le quotidien ami du parti, l'Humanité. Et il répond sur le fond. Alors, sur le fond, d'ailleurs, il répond sur quoi? Il répond sur cette thématique de la crédibilité, mais aussi de la véracité du discours favorable aux classes populaires et notamment aux ouvriers de régions, on pense notamment à la région Nord-Pas-de-Calais, à la région Lorraine, etc., qui sont un des substrats aujourd'hui électoral du vote RN. On sait qu'il y a eu un transvasement sur les 30 dernières années d'un vote communiste ou philo-communiste chez ces ouvriers, disons, du bassin houillé, des différents bassins houillés, vers le Rassemblement national. Et donc, il s'agit pour ce candidat, qui, comme vous dites, plafonne à 3%, c'est pas beaucoup, mais de récupérer une partie de cet électorat encore un peu hésitant. Et donc, il va au Karcher, c'est le moins qu'on puisse dire, contre Bardella. C'est un homme faux, il pense pas ce qu'il dit, et chaque fois qu'il doit voter, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, il vote pour les grands patrons et pour les mesures néolibérales les plus défavorables à la classe ouvrière. C'est ça son argumentaire. Alexis, d'un mot. Alors, je sais pas si ça va porter ses effets, mais ça fait question quand même. C'est-à-dire que, je vous rappellerai, je ne suis pas militant politique, là aussi on décrit le réel. Dans l'histoire des extrêmes droites européennes, vous croyez que les extrêmes droites européennes ont vraiment joué le rôle de la contestation populaire de l'ordre capitaliste, appelons-le comme ça, avec les mots de Léon de Fontaine? De facto, non. Et il y avait d'ailleurs les fascismes européens des années 30, je ne suis pas en train de faire des parallèles, mais les fascismes européens des années 30 avaient de nombreux soutiens dans le grand patronat. Donc il est vrai qu'une partie de cet argumentaire, sur le plan historique, de Léon Desfontaines n'est pas erroné. Portera-t-il? Ça, c'est franchement, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Voilà. Merci Alexis.